Non, on va pas faire comme ça. Et j'allais faire mon intro normal. Non. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine. Ce sont les mystères non résolus. Aujourd'hui, je vais vous conter plusieurs mystères. Alors, dans cette vidéo, on va voir des histoires de bruit que des humains entendent encore aujourd'hui et dont personne ne connaît l'origine. L'histoire de la disparition d'étudiants soviétiques après une expédition en montagne et dont l'URSS n'aimait pas qu'on fasse l'enquête. Et l'histoire d'un t-shirt, oui, vous avez bien entendu, d'un t-shirt possédé dont personne n'a jamais élucidé le mystère. Alors, ce qui est fascinant à propos des trois mystères que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que tous n'ont jamais été élucidés. Personne n'a trouvé de réponse et ça va être à nous de trouver la vérité, ou du moins d'essayer de trouver une piste la plus probable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque mystère, je vous donnerai ma spéculation et je vous invite à donner votre spéculation, c'est-à-dire votre explication ou du moins votre piste en commentaire de cette vidéo. Donc, c'est parti pour la vidéo des mystères jamais élucidés. Je vais vous raconter mon histoire. Je ne vais toujours pas trouver la solution. À peu près en 2007, 2008, 2009, je devais avoir 8-9 ans. L'histoire de Hugo qui avait un super t-shirt. Je ne me rappelle plus si on me l'a offert, si je l'avais acheté. C'était un beau t-shirt qui était d'une couleur plutôt marron-grise. Il était uni mais il avait une certaine texture. Il le rendait super stylé. Franchement, j'adorais ce t-shirt. T'as toujours un vêtement où quand tu le portes t'es en mode right, la classe. Et ben moi à l'époque c'était ce t-shirt. Je le portais très souvent. Mais par contre, il y a un truc qui revenait tout le temps. C'est qu'à chaque fois que je portais ce t-shirt, j'avais une petite merde. Ce genre de truc qui t'arrive dans la journée qui te fait lâcher un putain. Bon, rassurez-vous, Hugo 8 ans, 9 ans ne disait pas putain. Il disait putain. Mais je sais pas, par exemple, je te cognais le doigt de pied. Putain. Oublier ses clés à la maison. Putain. Oublier ses écouteurs. Putain. Rater son bus. Putain. Ta gueule. Le soir, quand j'enlevais mon t-shirt avant de prendre ma douche, je disais putain, mais merde, c'est pas possible, j'adore ce t-shirt, mais il y a un problème. Et je me rappelle qu'un jour, c'était un week-end. Le soir, le moment où j'ai enlevé mon t-shirt, je me suis fait putain, pour une fois, et j'ai pas eu une merde. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez une prémonition, et je me rappelle étant donné que j'ai vu cette réflexion de me dire putain, et tout s'est bien passé avec le t-shirt, c'est obligé la prochaine fois que je le porte, ça va être hardcore. Tu vois, moi j'ai cette théorie dans ma tête, c'est quand il t'arrive un truc de merde, après il va t'arriver un truc bien. Et donc je le mets au linge sale. 2-3 jours plus tard, ma mère vient me voir, il y a le t-shirt qui est enroulé, et là elle me le déroule comme une carte. Elle me fait Hugo, t'as fait quelque chose avec ton t-shirt? Mais non, j'ai rien fait moi. Vous savez ce qu'il y avait sur le t-shirt? 2 traces de main. Après le lavage, je l'ai porté une fois. Le jour où j'ai porté ce t-shirt, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. J'avais joué avec les enfants, du machin, du nanana, et on s'amusait à faire du roller près d'une rambarde. Si tu passais devant, tu tombais genre, allez, je dirais à 2 mètres de haut. Tu te fais très mal, mais ça va. Je vous jure que le jour où j'ai porté le t-shirt avec ça, je me suis salement cassé la gueule à roller en tombant par-dessus la rambarde parce que j'allais trop vite. Porter un casque, c'est ça qui m'a sauvé. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce un fait paranormal? Est-ce que quelqu'un m'aurait fait une blague? Alors je vais vous donner ma spéculation. Est-ce que ça serait ma mère qui, en mettant le t-shirt dans la machine à laver, puisque c'est elle qui s'en était occupée, avait pris le t-shirt avec ses mains et aurait mis de l'eau de javel? Sauf que je lui ai demandé, elle m'a dit non, et puis surtout qui mettrait de l'eau de javel sur ses mains? Et ma mère m'a expliqué qu'elle a mis littéralement le t-shirt à l'intérieur, le t-shirt était en boule, donc elle l'a pas ouvert avant de le mettre à la machine à laver, elle l'a ressorti et au moment de vouloir le plier, boum, elle voit ça. Sachant que le moment où ma mère elle faisait le geste de mettre le linge à la machine à laver, j'étais avec elle. Je n'ai pas manipulé le t-shirt. Donc ça veut dire que c'est après que le t-shirt a été mis dans la machine à laver qu'il y a eu quelque chose. Quelqu'un l'aurait ouvert, quelqu'un aurait arrêté la machine dans la nuit, fait quelque chose avec. Il y a un esprit qui s'est posé sur ce t-shirt. Sachez que ce t-shirt, je ne l'ai plus. Je l'ai laissé dans une armoire et je n'y ai plus jamais retouché depuis. Le nom de ce mystère, c'est un nom très drôle, ça s'appelle le hum. Ou alors le ou alors il y a des gens qui appellent la trompette de l'apocalypse. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène sonore, c'est un son qui est persistant et envahissant et dont on ne sait pas d'où ça provient. Vous allez me dire, mais moi j'ai jamais entendu ça. Oui, c'est fort probable. Apparemment, il y aurait un peu moins de 2% de la population mondiale qui aurait déjà entendu ce phénomène. Alors là, vous allez me dire, mais Go, de quoi tu parles? Fais-nous écouter le bruit. Ok, je vous fais écouter une vidéo de quelqu'un qui a enregistré ce bruit. D'après mes recherches sur internet, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui l'entendent vraiment de manière interne, donc il y a que eux qui l'entendent. Et il y a des personnes qui sont présentes à un endroit précis où dans la zone où ils sont, il y aurait ce fameux est-ce fake ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui vraiment débattent pour de vrai. Pour la plupart des gens, le hum, ça ressemble un petit peu au bruit d'un moteur diesel qui tournerait au ralenti. Et le pire, c'est que la plupart des personnes qui ont essayé de couvrir ce son en utilisant des boules caisses n'y arrivent pas. Il faut savoir qu'en plus du son hum, il y a très souvent un bourdonnement, c'est une sorte de vibration que les gens ressentent lorsqu'ils l'entendent. Comme si t'avais l'impression qu'il y avait en continu une bombe qui explosait, mais de très très loin. Il n'y a aucune similitude avec d'autres bruits qui existent déjà sur Terre, que ça soit naturel ou que ça provienne des humains, genre une machine. On n'arrive pas à en trouver. Et enfin, faut savoir que le hum est beaucoup plus intense la nuit. It's fucking loud. You hear that?
Malgré le fait que personne ne trouve pour l'instant de raison rationnelle à l'origine de ce bruit, il y a carrément des gens qui entendent les hums, qui ont créé une carte sur Google Maps, et cette carte recense tous les endroits dans le monde où des gens ont entendu les hums. Et si on regarde bien, il y a pas mal du tout de gens qui l'ont entendu déjà dans les États-Unis, énormément au Royaume-Uni, c'est à abuser. En France, ça va. Et si je clique sur l'un des points rouges, allons voir à Paris. Donc là, par exemple, t'as quelqu'un qui l'a entendu ici, et c'est abusé parce que quand tu cliques, il y a une sorte de questionnaire auquel les gens répondent. Dans quelle oreille est-ce que c'est le plus fort? Le mec, il a répondu pareil. Vous vous rendez compte la communauté qu'il y a autour du bruit? Il y a même un tableau où les gens peuvent recenser en temps réel toutes les fois où ils ont entendu le bruit. Regardez, le 22 janvier 2018. Est-ce que vous l'entendez toujours aujourd'hui? Oui. Putain, ça fait flipper. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui l'entendent tout le temps et qui sont vraiment hantées par ce bruit. Et il y a des personnes qui l'entendent de manière ponctuelle. Alors il y a trois grandes spéculations. Alors la première explication acoustique, ce serait que ce serait en fait finalement des sons industriels, des sons haute fréquence. Les sons de haute fréquence ont beaucoup plus de facilité à pouvoir se déplacer sur une longue distance, et donc forcément en se déplaçant sur une longue distance, ils vont être altérés. Le problème de cette théorie, c'est que la plupart des gens qui entendent le ont un phénomène de bourdonnement, et tous les microphones qui ont enregistré ne perçoivent pas ce bourdonnement. Donc la première théorie, j'y crois moyen. Ensuite, la deuxième théorie, c'est celle du phénomène interne. C'est-à-dire que ce bruit, ce serait interne à certaines personnes. Ce serait un peu comme des acouphènes, si vous voulez. Mais ça explique pas du tout pourquoi certaines personnes entendent le son juste à des endroits précis. Et enfin, la troisième piste pour résoudre ce mystère, ça serait que notamment les États-Unis qui ont une base en Alaska pour faire des expérimentations avec la ionosphère. La ionosphère, c'est la partie supérieure d'une atmosphère. Et d'ailleurs, elle a une particularité, c'est qu'elle peut conduire l'électricité. En jouant avec la conductivité, eh bien, il y aurait comme résultat ce genre de bruit. Mais le truc, c'est pourquoi est-ce que certains entendent et pas d'autres? Je vous donne mon avis. La spéculation rationnelle, ce serait que toutes les personnes qui ont entendu ce bruit, ça serait en fait finalement dû à soit quelque chose d'industriel. Par contre, la deuxième, l'explication émotionnelle, ce serait qu'il y a des personnes qui peut-être, je ne sais pas, ont-ils un gène, sont-ils les élus? Vraiment, hein. Et peut-être que ces personnes-là, quand une force qui va au-delà de l'humain arrive, ils sont justement en mesure de sentir cette force qui, je pense, n'est pas gentille au vu de la gueule du bruit. Également, ils seraient un peu comme des relais pour les autres humains. Je suis très influencé parce qu'en ce moment je regarde Bird Box, j'ai pas encore fini le film, ça fait flipper, mais c'est stylé. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce bruit? Si oui, dites-le moi franchement, et si vous avez vous aussi vos spéculations, dites-le parce que pour le il faut que ça soit un mystère élucidé. Je vais vous raconter l'histoire de l'affaire du col Dyatlov. C'est un événement qui s'est passé dans l'Union soviétique dans les nuits du 1er au 2 février 1959. Ça s'est passé dans la région de l'Oural, et dans cette région, il y a une chaîne de montagnes de plus de 2000 km. Il y a 10 étudiants qui ont formé un groupe de randonneurs, ils étaient tous très expérimentés et se sont dit on va gravir une des montagnes là-bas. L'enquête qui a été menée par les autorités soviétiques après cette histoire expliquait que selon eux, uniquement une force irrésistible inconnue aurait pu provoquer, je vous l'annonce, la mort des randonneurs. Parmi les 10 personnes qu'il y avait un chef qui était Dyatlov. C'est pour ça que l'affaire s'appelle l'affaire du col Dyatlov. Dès le 28 janvier, juste avant de commencer vraiment l'expédition, parmi le groupe des 10 personnes, il y en a un qui s'appelle Yuri Yurdin qui décide d'arrêter l'expédition. Juste avant de commencer, non, je viendrai pas parce qu'il est malade. C'est la seule personne qui a eu en dernier un contact avec les étudiants restants. Faut savoir un truc, c'est que la seule manière dont les enquêteurs ont pu trouver des informations et des indices sur l'itinéraire des randonneurs, c'est les appareils photos et les cartes qui ont été retrouvés sur leur chemin. Parce qu'il y a eu absolument aucun témoin oculaire. On va avancer rapidement vers le moment où ces personnes ont été retrouvées mortes. Le chef du groupe, Dyatlov, s'était mis d'accord avec sa famille pour que le moment où lui et son groupe de randonneurs atteignent leur objectif, il fasse envoyer un télégramme dans sa ville d'origine, Vijay. Sauf que plus de 25 jours après le drame, là ils se sont dit quelque chose. Donc la police et les enquêteurs ont mené l'enquête. Directement on trouve 5 corps. Et sur ces 5 corps, il n'y a aucune blessure qui peuvent causer la mort. Directement les enquêteurs disent ok, ils sont morts par hypothermie. Mais sauf que 3 mois plus tard, les 4 corps restants qui sont trouvés, mais par contre sur eux, après les analyses, on se rend compte que certains randonneurs ont des traumatismes crâniens très poussés. Et le pire c'est que les corps ne présentent aucune blessure externe. C'est comme s'ils avaient été cassés de l'intérieur. Dans le dernier campement où les randonneurs étaient présents, la tente dans laquelle ils étaient a été déchirée de l'intérieur. Il y a eu une force mystique qui est rentrée à l'intérieur de la tente, ou plus probablement qu'ils ont essayé de se barrer en vitesse. Les victimes sont mortes 8 heures après leur dernier repas. Toutes les traces de pas qui ont été retrouvées montrent un pas décidé. Personne ne les a forcés à se déplacer. Et enfin, il y a eu des tests de radioactivité qui ont été faits sur tous les corps, et tous les corps présentent un taux de radioactivité très haut. Tous les dossiers qui étaient liés à l'enquête ont été archivés. Ils ont été ensuite rendus publics dans les années 90, mais une partie de ces documents manquaient.
Il y a une première théorie qui dit qu'il y a certains indices qui ont été ignorés. La première, ce serait qu'après les funérailles, les parents des morts affirment que la peau des victimes était d'une couleur brune. Le deuxième fait, c'est qu'il y a un autre groupe de randonneurs qui était présent à 50 km et qui affirmait avoir vu des sphères oranges dans le ciel autour de la nuit du 1er au 2 février. Ils sont peut-être morts parce qu'il y avait des expériences militaires qui auraient été pratiquées dans la zone, qu'ils ont dû tomber au mauvais endroit au mauvais moment. La chose qui alimente cette théorie, c'est qu'il y a beaucoup de ferrailles qui étaient retrouvées dans la zone. Et ça s'arrête à là. Moyen. L'hypothèse d'une coulée de neige qui dirait tout simplement que tous les étudiants ils ont été surpris dans la nuit parce qu'ils ont entendu l'arrivée d'une coulée de neige, donc tout d'un coup ils se sont pris de panique, ils ont coupé la tente. Mais le problème de cette hypothèse, il y a absolument aucune trace de coulée de neige qui ont été retrouvées sur les tentes. Tout leur campement était intact. Il y a une dernière théorie qui est la plus récente. Il y a un journaliste, Anatoly Gouchin, qui dans les années 90 s'est intéressé à l'affaire. Il a réussi à avoir accès à des documents policiers qui dataient de l'époque et il s'est rendu compte que parmi ces documents il manquait des pages, il manquait des documents. Il dit ok, je fais un livre. Et lors de la sortie de ce livre, beaucoup de policiers qui sont restés silencieux pendant plus de 30 ans commencent à parler. Et parmi eux, il y a un policier à la retraite, Lev Ivanov, qui a mené l'enquête officielle en 1959. Et en 1990, il va publier un article qui affirme qu'il a reçu des ordres de la haute administration pour arrêter l'enquête et vraiment garder les éléments de l'enquête secrets. Et ça expliquerait pourquoi est-ce que certaines pages de certains documents ont été retrouvées arrachées. Et il a droppé une information. Apparemment, l'équipe donc de randonneurs aurait vu des sphères volantes. On n'a pas plus. Ma spéculation. Je ne sais pas si c'est un truc extraterrestre, mais je dirais en premièrement, le groupe d'étudiants ils sont tombés sur un truc qu'ils devaient pas voir. Il devait y avoir un champ radioactif. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque il y avait un groupe de personnes qui testaient, qui faisaient des expériences radioactives, ils sont tombés dessus et ils ont été bouffés de l'intérieur. Et pour d'autres qui ont peut-être été moins exposés à la radiation en premier lieu, ils ont commencé à se sentir pas bien, ils sont tombés dans la neige et ils sont morts d'hypothermie. Voilà ma spéculation sur le mystère du col Dyatlov. C'est frustrant. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Et voilà, c'était les 3 mystères de l'humanité qui n'ont jamais été élucidés. Alors j'ai dit de l'humanité sachant qu'il y en a un où j'ai raconté l'histoire de mon t-shirt. Je suis humain, hein, ça fait partie de l'humanité. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ne partez pas maintenant. Tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et je vous invite aussi à partager ces vidéos à vos potes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en parlant autour de vous, pour aussi avoir le plus de spéculation possible, parce que plus on est fou, plus on rit. Ça se trouve, il y a une personne dans les commentaires qui va dropper The révélation de toutes les histoires. Cherchez pas trop, parce que si c'est des trucs paranormaux et tout, mieux vaut garder une distance de sécurité. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the grind like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.